El pueblo unido jamás será vencido. 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 De pie cantar que vamos a triunfar. Bienvenue sur La Voie vers le communisme, le podcast de la section suisse de l'Internationale communiste révolutionnaire. Le capitalisme connaît une crise historique, une période de révolution et de contre-révolution s'ouvre à nous. Pour renverser le capitalisme et mettre en place le communisme, il faut construire les forces révolutionnaires partout dans le monde. C'est ce que fait l'ICR, notre internationale. Si tu vois la nécessité d'une organisation révolutionnaire, alors tu dois nous rejoindre. Pour commencer dès maintenant à travailler pour le succès de la révolution communiste, contacte-nous sur notre site ou sur nos réseaux sociaux. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De plus en plus de gens arrivent à la conclusion que le capitalisme doit être renversé, mais ils sont, à juste titre, repoussés par les crimes du stalinisme. En effet, on entend souvent que le stalinisme est le développement logique du bolchevisme, mais en réalité, le stalinisme et le bolchevisme sont séparés par une rivière de sang. Dans cette présentation donnée à une école de formation le 9 mars, le camarade Ivan explique l'héritage léniniste que le Parti communiste révolutionnaire défend et pourquoi la révolution a dégénéré bureaucratiquement. Du coup, le but de cet atelier, je pense que vous savez, on fonde un parti communiste révolutionnaire, pas que ici. Dans toute notre internationale, on est en train de passer ce pas, en fait, de s'affirmer comme un parti communiste révolutionnaire. Et à mon avis, le but de cet atelier, c'est d'éduquer les camarades sur, en fait, quelle base on fonde ce parti et en fait, c'est quoi le parti qu'on fonde. Et de l'autre côté, sur les bases sur lesquelles on ne se fonde pas et quel parti sur lesquels on ne doit pas se baser, en fait, pour fonder notre parti. Et du coup, la question, c'est pourquoi est-ce qu'on se bat, nous, les communistes ? Le programme communiste, en fait, nous, on se bat pour le renversement complet de la domination capitaliste, la démocratie ouvrière la plus complète, la planification rationnelle de toutes les ressources, la planification rationnelle de l'économie, la fin de toute exploitation et de toute oppression, le contrôle complet, en fait, des humains sur leurs conditions d'existence, sur leurs propres conditions de vie, l'émancipation, en fait, de toute l'humanité. Et je pense que la réponse qui vient souvent, en fait, aussi, c'est qu'on rencontre quand on discute avec des gens, c'est mais en fait, le communisme, il a jamais amené ça. Ou le communisme, il a jamais marché, il a jamais permis ça. Le communisme, c'est pas l'émancipation de l'humanité. Le communisme, c'est la dictature, c'est les goulags. Ou même, voilà, on en a déjà parlé ce matin, le communisme, c'est 100 millions de morts. Cette histoire de 100 millions de morts, elle vient du livre noir du communisme, qui est un livre pseudo-historique qui compte dans ces 100 millions de morts les avortements en URSS, les soldats nazis morts contre l'armée rouge et d'autres choses, bref, où en fait le Stéphane Courtois, le gars qui a écrit ce livre, était tellement obsédé par arriver à ces 100 millions de morts qu'il a mis toutes sortes de choses très bizarres. Et que si on compte, il y a aussi les gens qui sont morts de malnutrition ou qui n'ont pas reçu les bons médicaments, etc. Si on compte tous les morts du capitalisme de la même manière, on arrive à des milliards de morts dans l'histoire du capitalisme. Mais bref, ce qui est important, c'est que ces attaques contre le communisme, elles ne viennent pas de nulle part, en fait. Dans un certain sens, la bourgeoisie, elle a une nécessité de ternir l'image de la Révolution d'octobre. Elle a une nécessité, en fait, de dissuader tous les opprimés de suivre le même chemin, en fait, dissuader les gens de suivre l'exemple dans la seule fois dans l'histoire où les esclaves ont répliqué contre leur maître, ont combattu et ont gagné et ont pris le pouvoir en Union soviétique en 1917. Mais la question qui se pose, que le communisme n'a pas mené à l'émancipation de l'humanité, ça c'est une vraie question. Et tous les bourgeois ne sont pas aussi grossiers que Stéphane Courtois. En fait, beaucoup d'entre eux, de manière plus maligne, se basent sur les crimes réels du stalinisme, sur les crimes qui ont été commis par le stalinisme. Les exécutions, les procès truqués, les assassinats, les emprisonnements des opposants politiques, la falsification de l'histoire, aussi le chauvinisme sexiste et raciste dont on a parlé ce matin. Ils se basent sur toutes ces choses-là pour identifier ça au communisme et dire que
bah voilà, c'est à ça que mène le communisme, les crimes du stalinisme sont réels. Et les anarchistes et les réformistes reprennent ces attaques, en fait, dans le but, à la fin, d'abandonner la lutte pour le socialisme. Et du coup, ça, en vrai, il y a les attaques d'un côté de la bourgeoisie, et de l'autre côté, il y a la question honnête, la question légitime qu'on rencontre très souvent dans notre travail. Des gens, en fait, qui disent, mais en fait, moi, je veux lutter pour le communisme, ou en tout cas, je veux lutter pour l'émancipation de l'humanité, je veux libérer le potentiel humain, je veux en finir avec cette société de merde. Et alors, comment on évite en menant cette lutte, comme vous dites qu'il faut la mener les communistes, eh ben, comment on évite de tomber dans le stalinisme? Comment on évite cette dégénération monstrueuse? Et nous, on a besoin d'une clarté absolue, alors qu'on fonde un parti communiste révolutionnaire, que le stalinisme a rien à voir avec notre héritage et que le stalinisme a rien à voir avec le marxisme. Le stalinisme, c'est une trahison de tous les principes marxistes. Et en fait, c'est une trahison de ce que je vais essayer d'expliquer là. C'est une trahison des principes même de tout le combat en fait, de la vie de Lénine et du léninisme en général. Donc le but, c'est d'armer nos camarades pour répondre à ces critiques, pour répondre à ces questions honnêtes et nous permettre en fait, de nous hisser notre bannière propre, de crier sur tous les toits que les communistes reviennent et qu'on est fiers de toute la lutte en fait, de toute la lutte communiste qui a eu lieu par le passé. On est absolument fiers de notre héritage, on n'a aucune honte à défendre la révolution d'octobre, les acquis de la révolution. Et en fait, aussi, depuis toujours, les bolcheviks ont combattu depuis les origines, ont combattu contre la monstrueuse dégénération stalinienne qui a suivi. Et cette lutte, elle a été payée en fait, par le sang de nos ancêtres politiques. Staline, c'est vraiment le bourreau de la révolution d'octobre. C'est vraiment son exécuteur. Et une rivière de sang, ça c'est la formule de Trotsky, une rivière de sang sépare le léninisme du stalinisme. Ok, du coup, comment en fait cette bureaucratie elle a pu arriver au pouvoir? Et comment en fait l'ascension en fait de Staline et la trahison du marxisme a pu arriver? Et ben, ce qu'il faut expliquer, c'est que c'est pas une histoire de mauvaises personnes ou de mauvaises idées. C'est pas parce qu'ils avaient des mauvaises idées que l'Union soviétique a dégénéré. Mais en fait, il y a effectivement des bonnes idées et des mauvaises idées, mais elles s'affrontent pas dans le vide, dans une arène, dans une sphère des idées, mais elles émergent des conditions concrètes, elles émergent des conditions matérielles d'existence et de vie des humains en fait, qui portent ces idées et qui luttent pour leur application dans la réalité. Et du coup, c'est quoi l'émergence du stalinisme? C'est quoi la base matérielle pour l'émergence du stalinisme? Comme vous savez peut-être, le parti bolchevique, il a été fondé il a été forgé pendant 20 ans avant la révolution de 1917. C'était un parti qui était absolument révolutionnaire, qui était fondé sur l'étude extensive et approfondie de la théorie marxiste et de la stratégie révolutionnaire, qui laissait place à beaucoup de discussions, de débats extrêmement fréquents, en fait qui était un parti très démocratique avec une culture de démocratie vivante, qui est même en fait reconnue par les historiens bourgeois les plus honnêtes, comme Edward Aletkar, qui dit en fait que il y a un niveau de débat démocratique a rarement été vu dans l'histoire de tout autre parti, autre que le parti bolchevique. Et en fait, ça n'avait rien à voir avec un parti autoritaire dirigé par une main de fer sous la dictature de Lénine, qui en fait, Lénine lui-même a été très souvent mis en minorité dans son parti. Il a très souvent perdu des débats politiques. Ça n'avait rien à voir avec la caricature de parti sous Staline plus tard. Et hier, en fait, ça faisait 107 ans que les masses russes avaient renversé le tsar, le 8 mars 1917. Et grâce justement à ce parti bolchevique qui s'était forgé dans la lutte des classes avec une attitude patiente, sérieuse envers la théorie révolutionnaire, une stratégie révolutionnaire d'action envers les masses, eh ben, quelques mois après avoir renversé le tsarisme, les masses ont fait une deuxième révolution politique qui leur ont permis de prendre le pouvoir en Russie. Est-ce que tu me donnes le temps? Nice. Et en fait, les bourgeois, ils nous accusent que en fait, c'était un coup d'État mené par une petite minorité de bolcheviks.
Mais ça, c'est encore une fois des calomnies. Si vous étudiez vraiment l'histoire, vous voyez que justement les masses soutenaient, je pense que c'était à 80% le parti bolchevique dans les soviets, que en fait les troupes du gouvernement provisoire, personne ne s'est battu pour soutenir le gouvernement capitaliste. En fait, il y avait une profonde... le parti avait fait tout en sorte pour convaincre la majorité des masses de renverser le capitalisme. Et ça, c'est aussi donné par... Il y a des gens qui disent aussi qu'ensuite, du coup, peut-être qu'effectivement, ce n'était pas un coup d'État, mais Lénine a manipulé les masses pour leur prendre le pouvoir une fois qu'ils auraient gagné. Et quelques mois en fait, après la prise du pouvoir des masses, Lénine il donne un rapport sur les premières mesures de l'État soviétique et il dit dans un congrès, très souvent des délégués d'ouvriers et de paysans viennent au gouvernement et demandent par exemple ce qu'il faut faire de telle ou telle terre. Et je leur dis, vous êtes le pouvoir, faites tout ce que vous voulez, prenez tout ce que vous voulez, nous vous soutiendrons. Vous êtes le pouvoir, ça c'est le léninisme. Ça c'est la dictature des masses sur les exploiteurs. C'est la dictature de l'immense majorité sur la petite minorité capitaliste. C'est ça la dictature du prolétariat que nous on défend en tant que communistes. Mais de l'autre côté, les conditions de la Russie en 1917, elles avaient absolument rien à voir avec les conditions dans lesquelles Marx imaginait la révolution socialiste, dans un pays capitaliste avancé avec une science qui permettait le développement rapide de la libération des conditions des conditions économiques qui permettaient rapidement en fait de sortir tout le monde de la pauvreté et de dépasser la pénurie. En 1917, la Russie c'est un pays extrêmement arriéré, très en retard, ravagé par la guerre, qui est encore sous plein d'aspects encore dans un stade moyenâgeux, et c'est absolument pas possible d'établir le socialisme sur de telles bases. Et Lénine et Trotsky, c'était pas une erreur d'avoir fait la révolution bolchevique dans un pays comme ça, c'était pas une erreur d'avoir fait la révolution socialiste dans un pays comme ça. Tous les bolcheviks, ils étaient très clairs là-dessus. La révolution, c'est pas quelque chose de local, de limité dans le temps, c'est un processus international. Et ils voyaient uniquement la révolution russe comme l'ouverture de la révolution mondiale. Et sa survie était totalement liée à la révolution dans les pays capitalistes plus avancés. Et c'est de cette manière en fait qu'ils envisageaient leur révolution, comme la tâche d'ouvrir un processus de révolution mondiale qui, avec les grandes matières premières de la Russie, la main-d'œuvre importante, alliée avec la technologie et la science européenne, aurait permis en fait effectivement le socialisme en Russie, aurait permis en fait le développement du socialisme à l'échelle internationale. Lénine a toujours été absolument internationaliste et en fait depuis la guerre mondiale, quand il y a eu la trahison de la deuxième internationale socialiste, sa tâche a tout de suite été en fait de reconstruire un parti communiste mondial, de reconstruire justement une internationale communiste, ce qu'il a fait en 1919. Et du coup, si la révolution mondiale avait commencé en Russie, c'était au prolétariat occidental et asiatique de la faire aboutir, selon tous les bolcheviks et la majorité des socialistes étaient d'accord avec ça. Et en fait, à ce moment-là, il y avait un mouvement révolutionnaire bien réel dans le monde, mais ce processus de révolution, de par la trahison de la social-démocratie et l'inexpérience et plus les erreurs des dirigeants communistes du mouvement en Europe et ailleurs, les révolutions en fait ont échoué les unes après les autres. Le prolétariat a été battu l'un après l'autre. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails de pourquoi. Et en Allemagne, c'est l'exemple le plus tragique où justement en fait Lénine il évoque plusieurs fois vers la fin de sa vie qu'il troquerait sans hésiter le succès de la révolution russe contre le succès de la révolution en Allemagne. C'est dire en fait à quel point Lénine n'était pas un chauvin, un nationaliste russe, mais qu'il pensait et il plaçait avant tout les intérêts du prolétariat international. Et donc cette série de défaites, elle a conduit à un essoufflement du prolétariat occidental. Elle a conduit à une démoralisation des masses russes qui, en fait, en 1921, avec l'échec des révolutions, se sont retrouvées isolées. On connaît, je pense que vous savez qu'il y a eu une guerre civile très importante avec une contre-révolution, avec des interventions étrangères de plus de 21 pays, dont les États-Unis, le Japon, la France, l'Allemagne, pour écraser la révolution. Mais justement, grâce aux révolutions, même si elles ont été manquées, mais grâce à la mobilisation en Europe et à l'armée rouge, le socialisme a survécu, l'État ouvrier a survécu en Russie, mais dans un état absolument calamiteux. Donc, d'un côté, les meilleurs travailleurs, tous les ouvriers qui étaient
dévoués, qui étaient les plus engagés dans la Révolution, étaient morts pendant la guerre ou pendant la guerre civile. L'économie était absolument ravagée, il y avait des pénuries à tous les niveaux, et le prolétariat, il était fatigué, il était démoralisé, il était en lutte en fait depuis février 1917, mais en fait il était aussi en lutte pendant toute la guerre mondiale, et avant la guerre mondiale, il y avait presque une révolution en 1913-1914 en Russie, donc les éléments les plus avancés étaient absolument lessivés, et du coup les organes de démocratie ouvrière, les soviets, ont été petit à petit vidés, parce que les travailleurs avaient des préoccupations plus importantes comme survivre, etc. Et qu'ils étaient totalement fatigués, qu'ils n'arrivaient plus à faire ce travail-là, qui est la condition même de justement le bon fonctionnement du socialisme, donc qui est un processus conscient qui implique toutes les masses. Et pendant la guerre civile, en fait, le parti bolchevique, pour assurer la victoire contre les armées blanches, contre la bourgeoisie, contre les impérialistes, ils ont dû militariser le parti, ils ont dû... en fait, les autres partis aussi ont rejoint les armées blanches, les autres partis ont déclaré la guerre au gouvernement bolchevique. Il y a eu donc une lutte en fait acharnée contre toutes les autres tendances dans la société, ce qui a mené à une transformation du parti en fait, ce qui a mené justement à un parti extrêmement centralisé, à bannir les autres partis, les factions, etc. Et la machine d'État en fait héritée de l'appareil tsariste, elle a été partiellement restaurée pendant la Révolution, pendant la guerre civile, parce que en fait la pénurie de gens qui savaient lire, qui savaient écrire, a fait que les bolcheviks ont été obligés, pour faire fonctionner la machine d'État, pour faire fonctionner la société, de s'appuyer sur des anciens réformistes, des dirigeants syndicaux qui savaient lire, ou même parfois des fonctionnaires tsaristes qui, eux, savaient comment fonctionnait la chose, bien évidemment contrôlés par les soviets, etc. Mais les soviets qui étaient petit à petit vidés de leur démocratie, qui étaient petit à petit vidés des travailleurs. Et donc cette machine, en fait, ces individus qu'on a dû replacer dans l'appareil pour faire fonctionner l'organisation de tous les jours, la société de tous les jours, ils se sont retrouvés de plus en plus contrôlés, en fait, plus sous pression des travailleurs qui étaient censés en fait exercer eux leur propre pouvoir. Et en fait, l'affaiblissement de la démocratie ouvrière, l'affaiblissement, la fatigue des travailleurs, la participation de moins en moins grande des travailleurs dans la démocratie soviétique, c'est ça qui a permis petit à petit et qui a renforcé le contrôle et a donné naissance en fait à cette caste bureaucratique. En 1921, il y a une inflexion dans la politique de l'Union soviétique où il y a une nécessité aussi de garder les masses paysannes sous le contrôle du prolétariat, de garder les masses paysannes qui étaient en immense majorité dans le pays alliés de la Révolution. Et donc il y a des mesures de réintroduction, il y a la NEP, la nouvelle politique économique, qui réintroduit des mesures capitalistes, qui réintroduit des éléments de marché, de petites propriétés, etc., qui n'a jamais été présentée comme une mesure socialiste. Les bolcheviks savaient que c'était une retraite tactique, mais toujours leur but, c'était juste, en fait, le but de la NEP, c'était de maintenir vivante l'Union soviétique jusqu'à l'extension de la Révolution mondiale, jusqu'à ce que le prolétariat européen se soulève. Et avec le processus de la NEP, en fait, avec le processus justement de ces petits paysans, de cette réapparition de la petite propriété marchande, il y a une caste qui se régénère, des couches qui réapparaissent, qui sont justement les koulaks, les paysans riches, les nepmen, des hommes d'affaires, etc., qui s'enrichissent et qui profitent de cette situation. Et en fait, le parti bolchevique, en étant à la tête des soviets et de l'État ouvrier, en subissant en fait aussi la fusion forcée pendant la guerre avec l'État ouvrier, en fait, le parti bolchevique avait plus ou moins fusionné avec l'État ouvrier pendant la guerre par nécessité, il se retrouve en fait infiltré par toutes les pressions qui existent dans la société. Il y a une lutte des classes qui existe encore dans la société, et la force, en fait, le fait qu'il y ait une victoire partielle de la petite bourgeoisie qui est revigorée contre le prolétariat épuisé dans la société, ça va se refléter également dans le parti et dans l'État, avec justement des pressions de classes étrangères qui vont mener justement en fait à
routinisme, un bureaucratisme. Non, il y a des fonctionnaires, enfin il y a des membres du parti qui sont assignés à des tâches routinières de faire fonctionner l'État, etc. Et qui se retrouvent en fait confrontés à des anciens bureaucrates tsaristes qui commencent à eux-mêmes rejoindre le parti, à s'infiltrer, etc. Il y a petit à petit une pression en fait de cette lutte des classes qui existe dans la société, qui se reflète dans le parti et qui mène en fait à un début de bureaucratisation. Et Lénine, il comprend ce risque assez vite, et en fait, ça va vraiment être son combat jusqu'à sa mort en 1924. Ça va être son dernier combat, où il va lutter férocement contre la restauration du capitalisme en URSS et contre ces pressions étrangères de classe dans la société et dans le parti en premier. Et en fait, début 1922, c'est là que la première lutte éclate, où il y a eu une pression en fait, de la part de ces couches, des kulaks, des nepmen et des bureaucrates, d'abandonner le monopole du commerce extérieur, qui, en fait, après la NEP, il y a quand même beaucoup de secteurs qui sont restés sous le contrôle qui sont restés planifiés, et notamment le monopole du commerce extérieur par l'État, c'était une mesure essentielle pour garder justement en fait, le contrôle sur la pénétration des capitaux étrangers et donc de se protéger contre la domination de l'impérialisme français, britannique, américain, de se protéger contre la domination du capital étranger. Mais avec la NEP, justement, les petits bourgeois se sentent en force et veulent aller plus loin et poussent en fait pour abandonner le monopole sur le commerce extérieur. Et les pressions droitières, en fait, sont tellement fortes qu'il y a certains membres du parti qui commencent à dire « on ne peut plus tenir cette situation, on doit abandonner le monopole ». Ça, c'est la troïka déjà de Staline, Zinoviev et Kamenev qui propose déjà en 1922 d'assouplir le monopole du commerce extérieur. Et Lénine, il est furieux, il leur répond férocement. Il commence à y avoir déjà justement des débats à nouveau sous la forme démocratique qui prenaient dans les congrès, dans les réunions du parti, etc. Et en 1922, Lénine il a sa première attaque cérébrale. Il va être paralysé pendant plusieurs mois. Et pendant cette période-là, à chaque fois, en fait, pendant l'absence de Lénine et l'absence aussi de son autorité politique, il y avait beaucoup de gens qui l'estimaient beaucoup, qui l'écoutaient ce qu'il disait et sa capacité de conviction. Et en fait, son absence était à chaque fois utilisée par la clique stalinienne pour avancer leurs positions et leurs intérêts. Justement, et donc d'avancer cette question-là. C'est à ce moment-là, en fait, sur la question du monopole extérieur, que Lénine et Trotsky, ils vont former leur premier bloc. Et quand ils s'allient les deux pour former leur bloc et qu'ils arrivent avec leur position au parti, ils gagnent la lutte. La clique recule, a peur de cette alliance-là. Et donc, c'est une première victoire. Mais cet épisode, surtout, il fait prendre conscience à Lénine de la bureaucratisation en cours dans l'État. Jusqu'ici, c'était les kulaks, c'était les petits bourgeois qui revendiquaient ce genre de choses. Et là, il y a des membres du CC qui revendiquent des mesures qui vont dans le sens de la restauration capitaliste. C'est dans cette période que Lénine il va dire, je cite, « Un État ouvrier est une abstraction. En réalité, nous avons un État ouvrier, premièrement avec cette particularité que c'est la population paysanne et non ouvrière qui prédomine dans notre pays. Et deuxièmement, c'est un État ouvrier avec une déformation bureaucratique. » Je pense que c'est assez drôle de voir ces mots-là dans la bouche de Lénine. Souvent, on les entend, ces mots-là dans la bouche de Trotsky plutôt, l'idée d'un État avec un État déformé bureaucratiquement. Mais en fait, ça illustre vraiment la lutte de Lénine contre la bureaucratie à ce moment-là. Et Lénine, il va pousser donc dans le parti, en s'appuyant sur les travailleurs, pour la création de l'inspection ouvrière et paysanne, en fait, le Rabkrin, qui est une commission qui est censée, mobiliser les travailleurs dans la lutte contre leur propre État. C'est-à-dire, en fait, pour contrôler l'État et lutter contre la bureaucratie, établir des commissions de paysans, d'ouvriers, etc., qui vérifient, justement, qui vérifient que le travail soit fait dans leur intérêt, etc. Et du coup, le parti, il place un bolchevique qui juge ferme, qui juge assez dur, et qui a des très bons talents organisationnels pour organiser cette commission. Et ça va être Staline qui va se retrouver à la tête de cette commission. Et Staline, il va pervertir en fait cet organe qui était censé lutter contre la bureaucratie et l'utiliser pour renforcer sa propre position, son prestige, son pouvoir et accélérer en fait la bureaucratie. Mais à ce moment-là, en fait, Staline, c'est pas quelqu'un de très important dans le parti. Il n'a pas joué un rôle
particulièrement important en octobre. Il est assez discret et personne voit en fait son influence dans le parti. Mais lui, sa stratégie, c'est de s'entourer en fait de tous les éléments un peu avec l'ego blessé, des éléments qui ont été un peu rejetés de côté par le parti et qui sont ambitieux, et d'en faire en fait, de s'entourer de ces gens et d'en faire des yes men un peu qui disent oui à tout et qui sont loyaux avant tout à lui, avant d'être loyaux à la Révolution mondiale ou au parti. En fait, très vite, Lénine et Trotsky, ils voient le problème qu'il y a dans le Rabkrin, ils voient le problème qu'il y a dans l'inspection ouvrière et paysanne, et ils vont commencer à la critiquer violemment. Mais c'est sur la question géorgienne, c'est sur la question nationale que Staline va vraiment dévoiler en fait sa nature et va vraiment ouvrir un peu la lutte finale. Et sur la question nationale, en fait, sur la question des oppressions nationales et des nations, la position de Lénine et la position du marxisme en général, nous, notre revendication, c'est la liberté des nations à disposer d'elles-mêmes. Nous, on est internationalistes. On veut, dans un certain sens, que tous les peuples soient unis. On est contre les frontières. On dit que le prolétariat n'a pas de patrie. Mais de l'autre côté, on reconnaît que cette union des différents peuples ne peut pas se faire sur la base de la force, mais doit être une union volontaire. Donc, pour cette raison, on défend le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et en fait, on dit même que le droit à l'union et à la séparation, c'est une garantie et une base beaucoup plus solide pour une union des peuples qu'une union forcée, non, ou une union contre le gré de ces peuples-là. Même si en fait on n'est pas pour la séparation et plein de petits États, on est pour plutôt une fédération socialiste mondiale, mais la seule manière de la garantir, c'est d'avoir une liberté de séparation et une liberté d'union. Et la Russie tsariste, en fait, avant la Révolution, on appelait ce pays la prison des peuples. Les nations opprimées, les Ukrainiens, les Lettons, les Géorgiens, ils étaient extrêmement surexploités, ils étaient vraiment dégradés, humiliés tous les jours, pas le droit de parler leur langue, etc. Et la révolution russe et la révolution bolchevique en général, elle a fait des pas de géant pour dépasser en fait ces oppressions-là. Où par exemple en Ukraine, la langue était totalement interdite et était parlée en secret encore en 1917, alors qu'en 1922, elle était enseignée dans toutes les écoles. Il y avait plus de 60% de la population qui parlait cette langue et plus de 600 journaux qui étaient publiés en ukrainien. Mais ça, en fait, c'est à l'opposé total de la politique qu'a menée Staline en Géorgie, où lui, il était responsable en fait de ce cas-là, parce que Lénine était malade à ce moment-là. Et Lénine disait vraiment, en fait, avec la Géorgie, il ne faut vraiment pas qu'on soit identifié à l'ancien empire tsariste. Il faut vraiment leur faire des concessions, leur accorder, même si c'est des concessions nationalistes, il faut faire le maximum pour les ménager. On ne veut pas être vu comme l'oppresseur grand russe nationaliste. Alors que Staline, lui, sa politique, c'est qu'il veut une fusion entre la République géorgienne et russe pour mater le sentiment national géorgien. Les communistes géorgiens, ils sont opposés à cette fusion-là. Et Staline, ce qu'il fait, c'est qu'il va remplacer tout leur CC, tout le comité central du parti communiste de Géorgie, en les accusant de déviation, de menchevisme, de nationalisme. Il va mentir à Lénine pendant qu'il est malade, en disant qu'il lui ment pour le préserver. Il contrôle tout le courrier qu'il lui a envoyé, il lui envoie des mauvaises informations, etc. Mais même de cette manière-là, en fait, Lénine, assez vite, il comprend qu'il y a quelque chose qui cloche en Géorgie. Et depuis son lit, en fait, il commence à critiquer à fond la façon dont c'est mené. Il critique, en fait, il dit qu'il est horrifié par le chauvinisme grand russe qui a place dans cette situation. Et il dit même pendant qu'il est malade, il dit « Je déclare une guerre à mort au chauvinisme grand russe. Aussitôt que je serai libéré de ma maudite dent, je le dévorerai avec toutes mes dents saines. » Donc vraiment, il était ultra choqué en fait par l'abandon en fait de l'internationalisme et le nationalisme en fait de Staline à ce moment-là. C'est là qu'il y a le premier bloc politique entre Trotsky qui se forme pour lutter contre la bureaucratie dans l'État et dans le parti, où en fait Lénine va vers Trotsky pour lui dire bon voilà, l'État est totalement gangréné par des fonctionnaires bureaucratiques, etc. Il faut qu'on lutte contre, il faut faire une nouvelle commission. Et Trotsky lui répond, mais en fait Lénine, c'est pas l'État qui est gangréné. Une commission, elle servira à rien pour lutter contre ça, parce qu'en fait le parti même à la direction du parti, dans le comité central du parti, il y a des éléments bureaucrates qui luttent contre, enfin qui font du factionnalisme et qui empêchent en fait cette lutte contre la bureaucratie. Et alors Lénine il dit
bon, bah, du coup, ce que je te propose, moi, c'est une lutte contre la bureaucratie dans l'État. Et toi, tu me proposes un bloc pour faire une lutte contre la bureaucratie dans l'État et dans le parti. Et Trotsky lui dit, ouais, ben oui, c'est ça. Et donc Lénine a dit, bon, bah, à fond, alors dans ce cas, on fait ce bloc ensemble et on va chasser ces bureaucrates. Et bah, en 1923, en fait, la question géorgienne, elle prend une tournure assez tragique, quand en fait Lénine, il apprend que la clique des staliniens, ils ont frappé un dirigeant communiste géorgien pour le forcer en fait à adopter leur position. Et ça, en fait, Lénine, il perçoit ça vraiment comme, ok, bah en fait, ça c'est vraiment l'expression de la domination nationale du chauvinisme grand russe contre une petite nation opprimée. Et donc, c'est un crime contre l'internationalisme prolétarien. Il propose l'exclusion du gars qui a tapé le Géorgien. Et c'est là qu'il écrit son testament politique, où il dit que Staline est brutal, déloyal, et qu'il propose au parti qu'il propose au parti de démettre Staline de son poste de secrétaire général. Mais la maladie de Lénine, elle empire, et le CC, il a de plus en plus de contrôle sur les informations qu'il reçoit. Où à la fin de sa vie, Lénine, il va vraiment décrire qu'il est prisonnier en fait du comité central. Et du coup, la seule personne en qui il peut se fier, c'est Trotsky, avec laquelle il prépare en fait sa bataille politique pour le 12e congrès en avril 1923. Mais quelques semaines avant le 3e congrès, Lénine, il a son 3e AVC qui le laisse paralysé et muet, et donc il ne peut pas mener cette bataille au congrès. Alors que Lénine disait qu'il préparait une bombe contre Staline et la Troïka, il ne pourra jamais délivrer cette bombe-là. Il va mourir quelques mois plus tard. Donc à partir de ce moment-là, en fait, Trotsky doit mener la bataille seul, alors que les staliniens sont préparés, ils trafiquent tout le congrès pour empêcher Trotsky de parler, en l'accusant de vouloir diviser le parti, etc. Et Lénine, s'il meurt en janvier, tout son programme en fait, est repris par Trotsky et par l'opposition de gauche, contre la restauration capitaliste, contre la bureaucratie, pour la planification et l'industrialisation socialiste, pour la démocratie et l'internationalisme ouvrier. Et à partir de ce moment-là, en fait, Trotsky et les meilleurs bolcheviks vont reprendre le flambeau du léninisme. Et ce qui est intéressant, je pense, pour nous, c'est comment, en fait, toujours les léninistes ont mené la lutte, sur quoi, en fait, ils se sont basés dans la lutte contre la bureaucratie. En fait, exactement pareil que Lénine pendant les thèses d'avril, Trotsky, pour lutter contre la bureaucratie, il s'appuie sur les ouvriers les plus radicalisés et la jeunesse dans le parti. La jeunesse dans le parti contre la vieille garde conservatrice, en se basant pleinement sur cette jeunesse-là pour retourner le CC, comme avait fait Lénine pendant 1917. Et en fait, c'est exactement pareil que ce que nous, on doit faire, non ? Où aujourd'hui, pour dépasser l'étincelle et nos tendances conservatrices, la nécessité, c'est vraiment de mettre le parti dans les mains de la jeunesse, dans les mains de la couche d'or. C'est elle seule qui peut en fait nous protéger de l'étincelle et nous faire devenir le PCR. Tout le monde, je pense, doit avoir conscience de ça, que ça a été toujours en fait la lutte du léninisme, de se baser sur les éléments de la jeunesse et les éléments les plus avancés. Et du coup, Trotsky, en fait, en se basant sur cette couche-là, il va de meeting en meeting, entre deux réunions du CC, pour parler aux travailleurs dans les usines, pour parler aux jeunes dans les unis, il participe aux grèves, aux manifs, etc., pendant qu'il est encore membre du Politburo. Et quelle méthode les staliniens utilisent pour combattre Trotsky ? Des méthodes de hooligan. En fait, les staliniens, ils engagent des siffleurs, c'est-à-dire en fait des gens qui suivent partout Trotsky dans ses discours et qui crient quand il parle, qui huent, qui sifflent, des petits gangs comme ça qui suivent Trotsky pour l'empêcher de parler. Et en fait, ça, c'est vraiment, je pense, l'essence du stalinisme. C'est qu'en fait, ils ne sont pas capables de gagner la bataille sur le plan des idées. Et donc, ils ont recours qu'à des méthodes bureaucratiques, à des méthodes zinovievistes. Le zinovievisme, c'est ça aussi, non ? Ça veut dire qu'en gros, ils se réunissent avant les réunions du Politburo, avant les réunions pour se mettre d'accord, pour mettre Trotsky en minorité. Ils lui donnent des mauvaises dates ou des mauvaises adresses pour les événements et pour les réunions. Par exemple, à l'enterrement de Lénine, ils lui décalent de 2 jours quand ça va être. Et du coup, ensuite, quand il ne vient pas à l'enterrement de Lénine, ils disent « Ah bah regardez, Trotsky n'était pas très léniniste ». Et ouais, donc ça, c'est leur stratégie pour combattre l'héritage de Lénine. Et eux, de l'autre côté, en fait, ils se dotent, après la mort de Lénine, du manteau du léninisme. Ils font des statues de lui partout comme un demi-dieu. Alors que pendant que Lénine il était vivant, ils n'osaient pas
mener la lutte ouvertement contre le léninisme, non, ils n'osaient pas mener la lutte contre lui, et ben maintenant ils attaquent Trotsky violemment. Mais à ce moment-là, en fait, donc dans les années 1924-1926, ils n'ont pas encore la force nécessaire pour juste assassiner Trotsky ou le mettre en prison, qui deviendra ensuite leur méthode de prédilection. Parce que, en fait, à ce moment-là, Trotsky il gagnait encore des batailles, il avait encore un soutien dans la classe ouvrière. Mais ce qu'il faut dire un peu, c'est que un individu comme ça peut rien faire contre le développement des forces historiques et justement l'isolation dans laquelle se trouve la Russie se prolongeait. Et alors que la bureaucratie, de son côté, la petite bourgeoisie se renforçait, le prolétariat, lui, continuait à se fatiguer. Trotsky perd du terrain petit à petit et va finalement être exclu en 1928, puis expulsé de Russie. Mais pour achever la contre-révolution, en fait, pour achever les acquis d'octobre, la bureaucratie et Staline, ils vont pas juste pouvoir exclure le représentant le plus vivant encore du bolchevisme, ils vont vraiment devoir se débarrasser physiquement de tous les marxistes encore influents dans le parti. Et la bureaucratie, en fait, elle était vraiment terrifiée par cette jeunesse, elle était vraiment terrifiée par la possibilité que la classe ouvrière se réveille, se remobilise et la renverse. Et la révolution avait été tellement puissante, elle était allée tellement loin, les acquis étaient tellement colossaux que la contre-révolution, en fait, elle a pris des années pour triompher et elle a dû le faire d'une manière extrêmement violente, avec ce qui a suivi ensuite, les purges, les procès de Moscou, où en fait même les anciens alliés de Staline, Kamenev et Zinoviev, sont aussi exécutés un après l'autre. Tous les trotskistes sont exécutés, sont assassinés à travers le monde. C'est là que la police politique est mise en place comme outil de gestion de l'opposition, etc. Par exemple, un dirigeant français trotskiste dans les années 30, il est décapité et jeté dans la Seine à Paris. Et vraiment, en fait, toute cette boucherie qui a suivi la victoire de la bureaucratie, c'est ce que je veux dire par l'idée que Staline, c'est vraiment le bourreau d'octobre. Je ne vais pas aller plus loin dans l'histoire, je n'ai pas le temps, mais les crimes du stalinisme se poursuivent tout au long du XXe siècle. Maintenant, peut-être, sur la question en fait, pourquoi le stalinisme il est aussi réactionnaire aussi en termes d'idées, non, aussi, genre chauviniste, sexiste, etc. Je pense qu'on en a parlé un petit peu ce matin par rapport aux femmes, mais peut-être la question du nationalisme étroit, ça s'explique par la position de la bureaucratie, en fait. La bureaucratie, elle tire son pouvoir de la pénurie, elle tire son pouvoir du fait qu'il n'y a pas assez pour tout le monde, et elle tire son pouvoir du fait que, elle est en place dans un pays arriéré, etc. Et dans ce sens-là, en fait, la bureaucratie, elle développe des intérêts qui sont totalement différents de ceux du prolétariat et qui sont totalement différents de ceux de la Révolution mondiale. Elle n'a pas besoin de la Révolution mondiale, au contraire, elle a besoin que la Révolution, elle reste isolée dans un pays avec la pénurie pour assurer sa domination. Et une révolution saine ailleurs, ça lui ferait perdre ses privilèges, ça lui ferait perdre sa position. Ça risquerait en fait d'inspirer la classe ouvrière russe. Et c'est ça, en fait, la défense, non, de la théorie du socialisme dans un seul pays, des staliniens, de leur nationalisme, etc. Maintenant, la question que certains se posent aussi, c'est pourquoi est-ce que Lénine et Trotsky, ils ont perdu ? Pourquoi ils n'ont pas juste expulsé les mauvais éléments ? Pourquoi ils n'ont pas expulsé les fonctionnaires, Staline, etc. En fait, il y a eu, non, à certains moments, il y a eu des purges dans le parti, il y a eu des gens qui ont été accusés de corruption, etc., qui ont été expulsés du parti, des carriéristes ouverts qui ont été expulsés, mais en fait, ça ne suffisait pas à un certain stade. Le pouvoir dans la société, il n'était plus dans les mains de la classe ouvrière, mais il n'était plus non plus dans les mains de la direction du parti bolchevique. Lénine, il dit, je pense que c'est en 1921, il dit « Si nous prenons Moscou, avec ses 4700 communistes occupant des postes de responsabilité, et si nous prenons l'énorme machine bureaucratique, ce gigantesque tas, nous devons nous demander qui dirige qui. Je doute fort qu'on puisse affirmer que ce sont les communistes qui dirigent ce tas. À mon avis, ils ne le dirigent pas, ils sont dirigés. » Et ça, c'est typique de Lénine, en fait, dans cette période qui voyait vraiment la réalité, en fait, sous ses yeux, qui voyait qui a jamais menti à la classe ouvrière, qui a jamais enjolivé la situation de l'URSS comme ça a été fait plus tard. Mais de l'autre côté, qui voyait que la lutte pouvait que s'appuyer sur la classe ouvrière, même sur les masses. Et la question aussi de est-ce que si Lénine n'était pas tombé malade, ça aurait changé quelque chose ? Est-ce que si c'était Trotsky qui avait succédé à Staline, ça aurait changé quelque chose ? Encore une fois, non, c'est des questions abstraites, c'est la base matérielle des conditions en Russie qui ont mené à cette émergence. Alors,
ça aurait pu retarder la dégénérescence. Peut-être que l'internationale communiste serait restée saine quelques années de plus, mais la base de la victoire de la bureaucratie, c'était pas les erreurs supposées de Trotsky, c'était pas la maladie de Lénine. Et ça, Trotsky, il explique bien, je pense. À la fin de sa vie, il explique « Notre action commune contre le comité central, si elle avait eu lieu au début de l'année 1923, nous aurait certainement assuré la victoire. Bien plus, si j'avais agi à la veille du 12e congrès dans l'esprit du bloc Lénine-Trotsky contre la bureaucratie stalinienne, je ne doute pas que j'aurais remporté la victoire, même sans l'assistance directe de Lénine dans la lutte. Dans quelle mesure elle aurait été durable, ça c'est une autre question. Et de la même manière, c'est plus la citation de Trotsky, c'est une autre question, c'était encore la citation de Trotsky. De la même manière, les historiens bourgeois, en fait, ils disent que Trotsky, il était naïf, en fait, à ce moment-là. Il était chef de l'armée rouge, il était chef de l'armée, il était ministre à la tête de l'armée. Pourquoi il n'a pas juste fait un coup d'État et il a tué Staline? Mais bon, déjà, ça n'a rien à voir avec la méthode marxiste de gagner des luttes, mais aussi, fondamentalement, tuer Staline, faire un coup d'État, ça n'aurait pas changé fondamentalement le manque de démocratie ouvrière, l'épuisement de la classe ouvrière, l'arriération économique de la Russie. En fait, c'est pas possible d'établir le socialisme par la force. C'est pas possible de manière militaire en prenant le pouvoir par un coup d'État. Le socialisme, c'est une action consciente des masses qui interviennent sur leurs conditions de vie, qui contrôlent leurs propres conditions économiques, qui participent à leur vie de quartier, qui décident de la production. Et dans ce sens-là, Trotsky et Lénine, ils ont toujours dit le seul espoir de victoire, c'est un mouvement de la classe ouvrière internationale. En 1918, Lénine, il dit « Je sais, camarades, que l'étendard est dans des mains faibles. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, et les ouvriers du pays le plus arriéré ne pourront pas tenir cet étendard si les ouvriers de tous les pays avancés ne leur viennent pas en aide. Nous attendrons que le prolétariat socialiste international nous vienne en aide, et nous entamerons alors une deuxième révolution socialiste de portée internationale. » Là, je pense que c'est très très clair, que ce n'est pas du tout un processus qui a reposé sur les épaules de Staline ou sur le rôle que lui-même jouait, mais c'était une question de lutte des classes en fait. Finalement, la dégénération de l'Union soviétique, si on le résume à la lutte des classes, c'est la victoire de la petite bourgeoisie réactionnaire sur le prolétariat révolutionnaire. Et maintenant, je pense que c'est assez clair que le stalinisme n'a rien à voir avec le léninisme et que la dégénérescence de l'Union soviétique, de l'URSS, n'a rien à voir avec le communisme pour lequel nous on se bat. Et nous, on rejette en fait toutes les attaques de la bourgeoisie pour salir notre héritage communiste. On va fonder le Parti communiste révolutionnaire, et l'ADN du Parti communiste révolutionnaire, c'est le léninisme. On est extrêmement fiers de cet héritage. Nous sommes les combattants de la révolution mondiale. Nous préparons le parti de cadres léninistes basé sur les guerriers et les guerrières de classe les plus déterminés, sur la jeunesse, sur les femmes révolutionnaires, comme l'ont toujours fait Lénine dans sa lutte contre la bureaucratie, comme l'a toujours fait Trotsky dans sa lutte contre la bureaucratie, et contre le capitalisme en général. En fait, notre mouvement, pourquoi on parle de tout ça? Parce que notre mouvement, il représente le fil ininterrompu du marxisme et du léninisme, et que nos camarades, en fait, Marx, Engels, ils ont lutté pendant tout le 19e siècle pour l'établissement du socialisme scientifique, la révolution prolétarienne mondiale. Ils ont fondé la première internationale, conçue comme un parti communiste de la révolution mondiale, de la même chose que la deuxième internationale par la suite. La lutte d'Engels et Marx contre la conciliation de classe, contre les idées étrangères à la classe, jusqu'à la fin de leur vie, ça a été leur combat principal, pour le renversement du capitalisme par une révolution internationale, par une révolution mondiale. Et après la trahison de la deuxième internationale, pendant la guerre mondiale qui s'est rangée derrière ses impérialismes, qui s'est rangée derrière sa bourgeoisie nationale, Lénine a repris le flambeau de Marx et Engels dans cette lutte. En luttant contre le réformisme menchevique et en luttant pour la fondation de l'internationale communiste. Et après la mort de Lénine, comme je l'ai expliqué, Trotsky a repris aussi ce combat-là en fondant la quatrième internationale, en luttant contre le stalinisme et en luttant contre la politique du socialisme dans un seul pays et pour l'internationalisme prolétarien. Nos camarades, ils ont mené la lutte pour la régénération des forces communistes, pour la victoire de la révolution mondiale, et ils l'ont payé en fait avec leur vie pour la plupart. Et la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en fait, ça a ouvert une période de reprise du capitalisme. La victoire de l'Union soviétique sur le nazisme, ça a renforcé en fait le prestige de la bureaucratie, ça a renforcé le stalinisme, à un tel point en fait que les forces communistes internationales ont été réduites à une minuscule minorité pendant la deuxième moitié du XXe siècle. Et notre camarade Ted Grant, le fondateur de notre organisation,
Il a maintenu ferme les idées du marxisme pendant cette période très difficile, de la même manière que toujours, en s'appuyant sur les travailleurs les plus avancés, sur la jeunesse, sur les femmes, sur les couches les plus opprimées, jusqu'à la vague révolutionnaire des années 1970, avec mai 68, tous les mouvements qui ont eu lieu à ce moment-là. Et à cause du réformisme et du stalinisme qui était à la direction de la classe ouvrière, elle n'a pas réussi à prendre le pouvoir dans ces mouvements révolutionnaires-là, mais cet événement a eu pour impact de décrédibiliser partiellement le stalinisme, qui petit à petit, en fait, sous l'impulsion de la crise politique en URSS, a mené à la restauration du capitalisme en Russie. Ces deux terribles défaites, en fait, de la classe ouvrière, la défaite de 1970 et la restauration du capitalisme en Russie, ça a mené à une période de réaction, à nouveau une période où les forces communistes, où nos camarades étaient réduits à une petite minorité. Et nous, on a mené encore une fois la lutte pour le maintien des idées fermes, révolutionnaires, pour la défense féroce de la théorie marxiste, pour la préparation minutieuse des cadres de la révolution mondiale. Et aujourd'hui, l'URSS est loin derrière. Les couches les plus radicalisées, elles s'orientent à nouveau vers le communisme. C'est une période totalement nouvelle qui s'ouvre à nous. Et c'est en fait exactement ça, non ? C'est un message d'optimisme d'avoir cet héritage-là. Parce que nous, on va fonder l'Internationale communiste cet été. L'Internationale communiste révolutionnaire, en défense en fait de l'internationalisme communiste dans toute l'histoire, dans la lutte pour l'abolition de toutes les frontières qui divisent la classe ouvrière, de toutes les oppressions qui divisent en fait les opprimés de leurs frères et sœurs. Et ça, en fait, c'est la bannière du communisme. Ça, c'est la bannière du léninisme. Et c'est exactement pour ça, en fait, que les bourgeois ils nous attaquent. Nous, notre bannière, elle est propre. On n'a absolument rien à se reprocher. On est extrêmement fiers de notre héritage et on est extrêmement fiers aussi de tous nos camarades qui ont lutté contre la bureaucratie stalinienne et qui ont été assassinés en URSS. Et le Parti communiste révolutionnaire, il représente une déclaration de guerre à l'opportunisme, une déclaration de guerre au carriérisme, à la collaboration de classe. C'est une organisation de lutte prête à dépasser tous les obstacles, prête à rassembler les combattants les plus déterminés du mouvement et qui plie devant aucune pression. Et ce qui nous caractérise, c'est notre confiance inébranlable dans la classe ouvrière, dans la jeunesse, comme la force qui va changer le monde, qui va transformer fondamentalement cette société. Ça, c'est l'héritage de Lénine. Et ça signifie aussi, comme on a vu dans une grande partie de l'histoire, ça signifie aussi être en minorité une grande majorité du temps. Pendant les périodes de paix, construire contre la pression de la classe dominante, contre l'opinion publique, contre les calomnies, contre les mensonges de la bourgeoisie, contre les attaques politiques de la droite comme de la gauche. Toute la vie de Lénine, toute la vie de Trotsky, toute la vie de notre internationale, c'est cette construction contre l'opinion publique. Mais c'est précisément en fait parce qu'on ne plie pas devant les idées dominantes et parce qu'on ne plie pas devant les révisions bourgeoises ou les révisions petites bourgeoises qu'on va se faire beaucoup d'ennemis, mais qu'on va attirer les couches les plus déterminées à lutter avec nous. Et oui, en fait, les gens nous trouvent bizarres. Oui, les gens trouvent, pendant la majorité de notre existence, ils vont nous trouver bizarres, ils vont nous trouver trop extrêmes, ils vont nous trouver sectaires. Oui, on va se sentir cringe. Oui, il faut accepter cette situation où on va être perçu de manière bizarre jusqu'à ce que des événements fondamentalement différents amènent une perspective différente à la classe ouvrière dans sa majorité. Et je vole une anecdote de Dersu qui cite Tolstoï, donc c'est un petit peu rapporté, mais il y a une histoire en fait de Tolstoï où il y a un paysan sur une route et il y a quelqu'un qui le voit d'assez loin. Et ce paysan, il est en train de s'agiter dans tous les sens, il fait des mouvements bizarres. On a l'impression qu'il est vraiment fou, il est un peu nerveux comme ça. Et en fait, en s'approchant de lui, on remarque qu'il n'est pas fou, il n'est pas en train de faire des mouvements bizarres, mais en fait, il est en train de déguiser ses armes, il est en train de déguiser sa faux, il est en train de déguiser ses outils. Et voilà ce qui est en train de se passer. En se rapprochant des événements révolutionnaires, une partie de la jeunesse ne va plus nous voir comme des fous. Mais au contraire, une partie de la jeunesse ne nous voit plus comme des fous aujourd'hui déjà, mais elle cherche une force communiste qui ne va pas se compromettre, qui ne va pas se laisser faire, qui ne va pas reculer devant les pressions, qui ne va pas baisser les bras parce qu'on nous dit que le communisme, c'est dangereux, je ne sais pas quoi. Et les temps, en fait, ils changent aujourd'hui. Les caractéristiques qui repoussent des individus de notre organisation, c'est exactement ces mêmes caractéristiques-là qui attirent les meilleurs éléments du mouvement. Aujourd'hui, la lutte des classes, elle reprend une direction ascendante. Les masses, elles sont jetées dans la lutte. Les idées révolutionnaires, elles sont en vogue. Le communisme, il est à la mode. Mais ce n'est pas une mode passagère, au contraire. C'est la crise du capitalisme qui crée cette pression vers le communisme, qui va renforcer en fait le mouvement général vers le communisme. Pour la première fois de notre histoire, de notre organisation, on n'est plus à contre-courant. On nage plus, pour la première fois,
contre les idées de toute cette jeunesse radicalisée, mais avec ces idées-là, non ? On représente, notre organisation, elle représente l'avenir, elle représente le futur. La perspective de la révolution mondiale, la perspective de la révolution victorieuse et du socialisme de notre vivant. Et aucune calomnie nous stoppera. Non, la bourgeoisie, elle a peur du communisme, c'est normal. Elle a peur de la révolution et elle crache tout son venin contre les opprimés qui ont déjà réussi une fois à renverser le capitalisme. Les opprimés qui se rebellent, elle a extrêmement peur de la lutte des esclaves qui renversent leur maître. Et nous, en fait, toutes ces critiques contre nous, on les porte comme un drapeau, elles nous renforcent. Et peut-être encore une dernière anecdote, les bolcheviks, ils n'ont pas gagné les masses par les doux mots de leurs alliés, mais par les calomnies de la bourgeoisie, où en 1917, en fait, les ouvriers dans les usines, ils étaient accusés de bolchevisme à chaque fois qu'ils se mettaient en grève, à chaque fois qu'ils s'opposaient au patron, à chaque fois qu'ils organisaient des collectes de solidarité. Et de plus en plus, en fait, les ouvriers, ils se disaient, mais du coup, je suis bolchevique si c'est ça être bolchevique. Si quand je fais des trucs pour la solidarité, je suis bolchevique, ben alors probablement que je dois être bolchevique. Et aujourd'hui, en fait, Trump, il accuse de communisme chaque mouvement de la classe ouvrière aux États-Unis. Quand les enseignantes, elles rentrent en grève, il dit que c'est la menace communiste de retour aux États-Unis. Et en fait, beaucoup de gens commencent à identifier le communisme comme leur combat. Des millions à travers le monde commencent à se dire que le communisme, c'est la force qui est nécessaire. Et ça veut dire qu'il y a des millions de personnes aujourd'hui qui pourraient jouer un rôle énorme dans l'histoire, qui sont extrêmement fâchés, qui pourraient permettre au communisme de devenir une force de masse. Mais ces gens, ils sont dispersés, ils sont très en colère, mais ils ne sont pas organisés, ils ne sont pas unis. Et le léninisme, s'il nous enseigne une chose, c'est que toutes ces idées communistes peuvent jouer un rôle fondamental, énorme dans l'histoire, si elles ont un véhicule. Notre internationale communiste révolutionnaire, c'est le véhicule de cette colère. C'est le véhicule de la couche qui se développe aujourd'hui. Les gens, ils veulent une bannière communiste, alors hissez partout la bannière communiste où vous êtes. En fait, vous êtes ce véhicule, camarades. Vous pouvez transformer fondamentalement le monde avec votre audace si vous rassemblez tous ces gens-là derrière la bannière du communisme. Soyez en fait la bannière vivante de l'héritage communiste, des méthodes qui ont permis, pour la première fois de l'histoire, le renversement du capitalisme par la majorité et la prise de pouvoir par les travailleurs. Et de cette manière, on organisera les millions de communistes aujourd'hui, on achèvera le combat que nos ancêtres ont commencé et on portera la révolution mondiale à la victoire irrévocable du socialisme et à la libération de toute l'humanité. Merci.